L'esprit humain est un outil puissant, capable d'une créativité et d'une perspicacité profonde, mais tout aussi enclin à s'emprisonner dans des boucles sans fin d'inquiétude et de doute. Ce paradoxe se situe au cœur même de la pensée. L'acte de réflexion profonde peut soit illuminer de nouveaux chemins, soit nous enchaîner aux mêmes questions sans réponse. Le surmenage mental, cette fixation excessive sur les problèmes, les erreurs passées ou les incertitudes futures, brouille souvent la frontière entre une contemplation productive et une stagnation mentale. Cette exploration cherche à démêler la rumination de l'introspection, l'une étant un cycle d'inquiétudes répétitives et improductives, l'autre un examen délibéré et constructif de la pensée. En révélant les mécanismes cognitifs qui sous-tendent ces processus, nous pouvons apprendre à reconnaître quand notre esprit travaille contre nous et comment le rediriger vers la clarté et l'objectif. La clé ne réside pas dans le fait de penser moins, mais de penser différemment, passer d'une rumination paralysante à une introspection intentionnelle. Le surmenage mental représente une défaillance fondamentale dans notre façon de traiter les informations et les émotions. Essentiellement, ce n'est pas simplement un excès de pensée, mais plutôt un dysfonctionnement des schémas de pensée où l'esprit reste piégé dans des boucles autoréférentielles qui consomment de l'énergie mentale sans produire de résolution ou de perspicacité. L'expérience du surmenage mental se manifeste par des symptômes psychologiques et physiologiques distincts, l'incapacité de se libérer d'un raisonnement circulaire, où les mêmes préoccupations se répètent sans fin, une indécision paralysante née de la peur de faire le mauvais choix, et une fatigue cognitive profonde résultant des tentatives infructueuses du cerveau pour résoudre des problèmes insolubles ou exagérés. Ces symptômes créent souvent un cycle auto-entretenu. Plus on rumine, plus on se sent épuisé, et plus il devient difficile de penser clairement. Les racines du surmenage mental se trouvent souvent dans des schémas psychologiques plus profonds. Le perfectionnisme agit comme un déclencheur particulièrement puissant, établissant des normes irréalistes qui garantissent des sentiments d'échec. L'anxiété amplifie cet effet en transformant des incertitudes ordinaires en menaces existentielles. Une faible estime de soi déforme la perception de soi, amenant les individus à se concentrer de manière disproportionnée sur des défauts ou des erreurs perçues. Ce qui rend ces déclencheurs particulièrement insidieux, c'est leur capacité à se renforcer mutuellement. Le perfectionnisme engendre de l'anxiété face à l'échec, ce qui érode ensuite l'estime de soi, créant une boucle de rétroaction qui rend la rumination inévitable. Les distorsions cognitives servent d'architecture mentale qui soutient le surmenage mental. La catastrophisation représente peut-être la plus toxique de ces distorsions, transformant des préoccupations mineures en désastres imaginés à travers une réaction en chaîne de scénarios et si. Le filtrage mental agit comme une forme d'attention sélective qui écarte les expériences positives tout en magnifiant les négatives, créant une réalité déformée. Les déclarations de devoir imposent des attentes rigides, souvent irréalistes, qui génèrent une culpabilité et un auto-reproche constant. La personnalisation représente une forme de pensée égocentrique où les individus assument une responsabilité excessive pour des événements hors de leur contrôle. Ces distorsions n'existent pas isolément, elles interagissent et se cumulent, créant des schémas superposés de pensée irrationnelle qui nécessitent une intervention délibérée pour être démêlés. Bien que la rumination et l'introspection impliquent toutes deux des pensées centrées sur soi, leurs mécanismes psychologiques et leurs résultats diffèrent radicalement. La rumination fonctionne comme l'équivalent mental de tourner en rond. Elle génère une activité intense mais ne produit aucun mouvement vers l'avant. Cette focalisation passive et répétitive sur la détresse suit généralement des schémas prévisibles, une analyse obsessionnelle d'événements passés. Pourquoi ai-je dit cela? Des catastrophes futures imaginées, et si j'échouais? Ou des questions existentielles abstraites, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Ce qui rend la rumination particulièrement destructrice, c'est son composant de raisonnement émotionnel, l'hypothèse que parce que quelque chose semble vrai, cela doit être vrai. Cela crée un système clos où l'anxiété se valide elle-même, et l'absence de résolution alimente davantage la rumination. Les recherches en neurosciences révèlent pourquoi la rumination semble si inévitable. Elle active le réseau du mode par défaut du cerveau, le même système responsable de la rêverie et des pensées autoréférentielles. Dans des états de rumination chronique, ce réseau devient hyperactif tandis que les réseaux de contrôle exécutif s'affaiblissent, rendant de plus en plus difficile de sortir des cycles de pensée négatives. Les conséquences comportementales sont significatives. La procrastination augmente à mesure que le surmenage mental remplace l'action, la prise de décision est altérée, et dans les cas graves, cela peut contribuer à des troubles dépressifs et anxieux cliniques. La caractéristique de la rumination est sa nature auto-entretenue. Le simple fait d'essayer de réfléchir à un problème l'exacerbe souvent. L'introspection, en revanche, représente la contrepartie disciplinée et axée sur les solutions de la rumination. Là où la rumination demande pourquoi, sur un ton impuissant, l'introspection demande comment, et maintenant,
avec une curiosité intentionnelle. Une introspection efficace suit une trajectoire structurée. Elle commence par une observation honnête de soi. J'ai remarqué que j'ai réagi vivement à ce commentaire. Passe à une analyse compatissante. Qu'est-ce qui était déclencheur dans cette situation? Et culmine avec un aperçu actionnable. La prochaine fois, je pourrais répondre différemment. Ce processus repose sur la métacognition, la capacité de penser à sa propre pensée qui crée une distance psychologique entre l'observateur et la pensée. Développer la compétence pour distinguer ces modes nécessite de cultiver une conscience métacognitive. Des questions diagnostiques pratiques pourraient inclure: cette ligne de pensée me mène-t-elle vers une solution ou plus profondément dans la détresse? Ou un observateur objectif verrait-il cela comme une réflexion productive ou une inquiétude répétitive? La distinction réside souvent dans le résidu émotionnel. La rumination laisse un sentiment d'épuisement et de désespoir, tandis que l'introspection, même lorsqu'elle examine des vérités difficiles, finit par sembler clarifiante et responsabilisante. La thérapie métacognitive, TMC, offre une approche révolutionnaire pour briser les cycles de rumination en ciblant la croyance sous-jacente que le surmenage mental est nécessaire ou utile. Le concept de pleine conscience détachée, observer les pensées comme des événements mentaux passagers plutôt que des vérités absolues, aide à démanteler le sentiment d'urgence entourant les pensées intrusives. Par exemple, au lieu de s'engager avec la pensée « je vais échouer », on apprend à la remarquer avec détachement « je suis en train d'avoir la pensée que je pourrais échouer ». Ce changement subtil de perspective crée un espace psychologique critique entre le penseur et la pensée. Le cadre du syndrome attentionnel cognitif, SAC, explique comment la rumination devient auto-entretenue à travers 3 composants imbriqués: une focalisation excessive sur la menace, des stratégies d'adaptation improductives, comme la suppression des pensées, et des croyances métacognitives inadaptées. Reconnaître ces schémas permet aux individus de mettre en œuvre des techniques de perturbation spécifiques. Lorsqu'on remarque l'activation du SAC, un changement d'attention délibéré, rediriger consciemment l'attention vers une expérience sensorielle ou une tâche spécifique peut court-circuiter le cycle de rumination. Les registres de pensée de la thérapie cognitivo-comportementale fournissent une méthode systématique pour examiner et contester les pensées déformées. La version étendue de cet outil examine non seulement la pensée immédiate, mais aussi ses hypothèses sous-jacentes et ses croyances fondamentales. Par exemple, derrière la pensée superficielle « j'ai raté cette présentation » pourrait se cacher l'hypothèse « je dois toujours performer parfaitement ». Enracinée dans la croyance fondamentale « ma valeur dépend de mes réalisations ». Déballer ces couches révèle comment le surmenage mental superficiel se connecte à des schémas cognitifs plus profonds. Le questionnement socratique élève ce processus en appliquant un examen logique rigoureux aux pensées automatiques. Les applications avancées pourraient inclure l'exploration de l'utilité fonctionnelle d'une croyance. En quoi croire cela me sert-il? L'examen de preuves contradictoires, quand est-ce que le contraire a été vrai? Ou la réalisation d'analyses coût-bénéfice, qu'est-ce que je gagne et perds en maintenant cette perspective? Cette méthode transforme la rumination en une enquête intellectuelle structurée. L'activation comportementale complète ces approches cognitives en abordant la dimension physique de la rumination. Parce que la rumination prospère dans des états d'inertie physique, introduire du mouvement, même des actions simples comme organiser un espace de travail ou faire une courte marche, peut perturber les schémas cognitifs. Les neurosciences derrière cela révèlent comment l'activité physique augmente l'oxygénation corticale et la production de neurotransmetteurs, améliorant la flexibilité cognitive. Mettre en œuvre des stratégies des actions avant motivation, s'engager dans de petits comportements gérables indépendamment de l'état émotionnel, crée un élan qui rend une rumination soutenue de plus en plus difficile. L'approche la plus efficace pour gérer le surmenage mental combine des interventions stratégiques avec un design environnemental. La réflexion programmée transforme une rumination potentiellement sans fin en une analyse contenue et productive. La pratique fonctionne mieux lorsqu'elle est liée à des conditions spécifiques, un moment fixe, par exemple, entre 18h et 18h20, un lieu physique, une chaise désignée, et un format structuré, 3 questions de journal prédéterminées. Cette ritualisation satisfait le besoin de l'esprit de traiter tout en empêchant un débordement sur toutes les heures éveillées. La recherche sur les intentions de mise en œuvre suggère qu'ajouter une contingence si alors, si je commence à ruminer au travail, alors je le noterai pour une réflexion en soirée, renforce encore cette structure. L'hygiène cognitive va au-delà des désintoxications numériques pour englober une gestion complète de l'information. Cela inclut organiser les flux de médias sociaux pour éliminer le contenu provoquant de l'anxiété, établir des fenêtres d'inquiétude pour consommer les nouvelles plutôt que de les vérifier constamment, et pratiquer une ignorance sélective envers les facteurs de stress non essentiels. Le cortex préfrontal a une bande passante limitée. Ce que nous choisissons de ne pas penser compte autant que ce sur quoi nous nous concentrons.
La psychiatrie nutritionnelle offre des preuves convaincantes pour des approches diététiques vers la clarté mentale. Les protocoles mettant l'accent sur les acides gras oméga 3, pour la fluidité des membranes neuronales, les plantes riches en phytonutriments, pour leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires, et les aliments fermentés, pour la modulation de l'axe intestin-cerveau, montrent des résultats particulièrement prometteurs. De même, l'utilisation stratégique de la caféine limitée aux heures du matin et associée à de la L-théanine peut améliorer la concentration sans exacerber l'anxiété. Les pratiques avancées de pleine conscience vont au-delà de la simple conscience de la respiration pour incorporer des composants métacognitifs. La méditation de notation, étiqueter mentalement les pensées comme souvenirs, planification ou jugement renforce le soi observateur. La méditation de surveillance ouverte développe la capacité de maintenir de multiples objets mentaux dans la conscience sans fixation. Les deux pratiques construisent la flexibilité cognitive nécessaire pour se désengager de la rumination. La conception de l'environnement physique joue un rôle sous-estimé dans la régulation de la pensée. La recherche sur la cognition incarnée démontre comment des variables comme la hauteur sous plafond, affectant la pensée abstraite, la température de l'éclairage, influençant la vigilance, et même l'exposition à des textures, impactant les niveaux de confort, façonnent les schémas de pensée. Des modifications simples, utiliser une lumière enrichie en bleu le matin, incorporer des éléments naturels, ou maintenir des espaces désencombrés peuvent significativement réduire la charge cognitive. Ces pratiques créent collectivement ce que les psychologues appellent un échafaudage, des structures externes qui soutiennent des états internes désirés. Avec le temps, elles remodèlent les schémas par défaut du cerveau à travers la neuroplasticité, rendant l'introspection productive de plus en plus automatique tout en affaiblissant les voies de rumination. Le but ultime n'est pas la suppression des pensées mais leur optimisation, cultiver un esprit qui travaille avec plutôt que contre lui-même. Le voyage à travers le labyrinthe de nos propres pensées révèle une vérité fondamentale. Toutes les pensées profondes ne nous servent pas également. La rumination, avec ses boucles sans fin d'inquiétudes et d'hypothèses, agit comme un voleur de présence, volant temps, énergie et clarté sans rien offrir en retour. L'introspection, en contraste, émerge comme l'architecte de la conscience de soi, construisant des ponts entre l'expérience et la compréhension, entre la confusion et la perspicacité. Là où la rumination nous piège dans les sables mouvants du pourquoi, l'introspection nous équipe avec les outils du comment grandir, comment s'adapter, comment avancer. Au cœur de cette transformation se trouve la métacognition, l'art de penser à sa pensée. Cette conscience d'ordre supérieur nous permet de prendre du recul et d'observer nos schémas mentaux avec la même clarté que nous étudierions une carte, reconnaissant quels chemins mènent à des impasses et lesquels s'ouvrent à de nouveaux horizons. Penser intentionnellement ne signifie pas supprimer les pensées ou les émotions, cela signifie s'engager avec elles délibérément, questionner leur validité, et diriger leur énergie vers des fins significatives. La solution au surmenage mental n'est pas moins de pensées, mais de meilleures pensées. Vous n'avez pas besoin de faire taire votre esprit, vous devez l'entraîner. Comme toute compétence, cela nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance. Chaque moment où l'on reconnaît la rumination et choisit l'introspection à la place est une victoire, un recablage des voies neuronales vers une plus grande clarté et résilience. Le but n'est pas une vie libre de pensées complexes, mais une où la pensée devient un allié de confiance plutôt qu'un critique implacable. Alors la prochaine fois que votre esprit menace de s'emballer, souvenez-vous, vous détenez le pouvoir de passer d'une inquiétude passive à une réflexion active. Vos pensées ne sont pas votre prison, elles sont vos outils. Utilisez-les avec intention, et elles construiront la vie que vous envisagez plutôt que les peurs que vous imaginez. La différence entre la souffrance et la croissance ne réside pas dans ce que vous pensez, mais dans comment vous le pensez.